Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler de la région des Grands Lacs et de l'Afrique en général. Est-ce que le panafricanisme peut affranchir l'Afrique du néocolonialisme? Oui, c'est ce que pensent vraiment ceux qui se sont engagés dans ce combat sur ce plateau. Pour en parler, je reçois Luc Michel. Il est géopoliticien, panafricaniste. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs de République démocratique du Congo et bonjour à ceux qui nous regarderont également sur Afrique Média plus tard. Voilà, c'est quand même surprenant de voir un occidental panafricaniste. D'où vous vient? Pourquoi cet engagement? Moi, je ne me définis pas comme occidental et je suis aussi un vieil Africain. J'ai combattu 25 ans avec le colonel Kadhafi en Jamaïria libyenne. Oui. J'ai dirigé le MCR libyen dans toute l'Europe. Oui. Et donc, j'ai suivi la Libye lorsqu'elle a pris le tournant panafricaniste à la fin des années 80. Oui. Et naturellement, c'est devenu l'un des grands combats de ma vie. Oui. Lorsque la Jamaïria s'est effondrée, j'ai rejoint l'équipe d'Afrique Média, qui est la grande télévision panafricaine par excellence. Oui. Et donc, je ne suis pas ce qu'on peut appeler, je ne suis pas un occidental ou un européen qui vient donner des conseils. Oui. Je suis quelqu'un qui participe au combat panafricaniste. J'ai mon ami Roland Lumumba, c'est lui qui m'a appelé le panafricaniste blanc. Oui. Il y en a eu d'autres avant moi. Il y a eu Joe Slovo, qui est l'homme avant Mandela en Afrique du Sud. Oui. C'était un petit juif soviétique venu de Lituanie. Il y a eu Gaston Donat, cet instituteur français au Cameroun, qui a été le fondateur du mouvement nationaliste d'émancipation camerounais, avant d'aller soutenir le FLN d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas une anomalie, mais dans le paysage intellectuel actuel international, je suis devenu une exception, puisqu'il y a véritablement de moins en moins de ce qu'on appelait avant des intellectuels tiers-mondistes. J'ai été salué comme panafricaniste par mes pairs. J'ai été reçu par Obiang Mbasogo, j'ai été reçu par Idriss Déby Itno, j'ai été reçu récemment, la semaine précédente, par le président du Burundi, Nkurunziza, tous saluant en moi un camarade de combat, pas quelqu'un venu les visiter de la lointaine Europe. Alors on aimerait savoir pourquoi ce combat, parce que ça se voit que vous êtes engagé depuis bien longtemps. Écoutez, tout simplement parce que la liberté et la dignité de l'Afrique, tout d'abord, elle est essentielle pour la liberté et la dignité de tous les hommes dans le monde. Oui. Je ne pense pas qu'un homme ou un pays puisse être libre tant qu'un Africain, après les 5 siècles de l'esclavage, du néocolonialisme, ne sera pas libre. C'est le sens du combat. Nous disons à propos du néo-panafricanisme, qui est la version du 21e siècle du panafricanisme, nous disons avant tout que c'est un humanisme. Le panafricanisme, il apporte sa pierre au développement, à la liberté de l'humanité. Oui. La deuxième chose, évidemment, je suis un homme de principe. Moi, je crois à des valeurs comme la solidarité, comme la justice. Et je suis extrêmement choqué de l'injustice dont est victime l'Afrique depuis les 5 derniers siècles, depuis qu'est apparue en Occident cette oligarchie politico-financière qui a fait le colonialisme, l'impérialisme, mais aussi ce qui est devenu le capitalisme. Oui. J'ai été à votre émission, le Café politique, avec le secrétaire général du PPDR, Henri Bova. Il a très bien expliqué, en introduisant mon exposé sur le néo-panafricanisme, il a expliqué ceci, comment il y a une chaîne ininterrompue qui conduit de l'esclavage à la globalisation, au cœur de laquelle on a volé la liberté et la dignité des Africains. C'est donc naturellement que j'ai rejoint ce combat il y a longtemps, c'est donc naturellement que j'en fais partie, ce qui ne veut pas dire que je néglige ce qui se fait ailleurs. J'ai une action politique depuis 40 ans dans ce que nous appelons l'Eurasie, pour la distinguer de cette petite Europe qui est une excroissance politique de l'Union européenne et qui fait honte aux véritables Européens. Et par exemple, j'ai organisé avec mon ONG et autres le monitoring du référendum d'autodétermination de la Crimée pour le compte du Parlement de Crimée et de la Russie. Je combats avec un pied des deux côtés.
Simplement, l'importance des tâches actuelles en Afrique fait que j'y passe de plus en plus. Alors, revenons sur le néocolonialisme. Il y en a qui pensent que ça n'existe pas, et que ce sont simplement des intentions que souvent les Africains, pour se victimiser, attribuent aux Blancs. Écoutez, c'est facile de remettre sur les Africains la responsabilité de tout ce qui se passe. Oui. On va prendre, avant de répondre à votre question, quand même un exemple qui est révélateur. Oui. Pourquoi le décalage économique, moi qui voyage en Afrique, je le vis tous les jours, Oui. entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone? Il s'explique tout simplement parce que dans l'ancien pré-carré français, oui. il y a le franc CFA, le franc des colonies françaises, et que l'économie de la France, c'est comme telle qu'elle a été voulue par De Gaulle, par Foccart, par tous les présidents qui ont suivi, elle phagotise, elle pille, elle vampirise les économies des pays africains qui ont choisi le franc CFA. Est-ce qu'il y a un néocolonialisme? Oui. Ce n'est pas des intentions, ce n'est pas un hasard. Il y a un plan de recolonisation de l'Afrique. Il est mené au profit des USA. Il s'est exprimé publiquement au cours du fameux sommet USA-African Leader qui a eu lieu début août 2014 à Washington, où on a annoncé que 15 présidents africains, ils sont 22 aujourd'hui, devaient dégager. L'un de ces présidents, c'est le président de la République démocratique du Congo, Kabila, qui a été montré en exemple par les Américains comme l'exemple d'un président qui devait partir parce qu'il gérait mal. Moi, ça me fait sourire. On a montré du doigt Nkurunziza, Obiang Mbasogo, le Gabonais, on a montré du doigt Idriss Déby. En parallèle à ce sommet où s'est décidée la recolonisation médiatique de l'Afrique, il y avait un sommet parallèle d'un organisme du gouvernement américain qu'on appelle la NED, National Endowment for Democracy. C'est un organisme d'État du gouvernement américain, financé par le budget du gouvernement américain. Il a été créé par Reagan dans les années 80. Il renverse des régimes qui ont le tort de ne pas être pro-occidentaux depuis les années 80. Ce sommet a duré 4 jours. On y a pris en main des milliers d'activistes de la société civile, des syndicats, des mouvements de jeunesse, des journalistes, certains hommes politiques, pour les amener à venir renverser les gouvernements des chefs d'État que Obama recevait à 800 mètres de là. Tenez la symbolique. Oui. Il y a 800 mètres entre la Maison-Blanche et le bâtiment du Congrès où ça se tenait. Moi, j'ai réussi à avoir la vidéo complète de 8 heures d'une des journées. C'est éclairant. Vous voyez ce que j'ai appelé la fabrique des collabos de l'impérialisme occidental en Afrique. Ça, c'est le volet politique. Oui. Vous avez vu tout ce qui se passe, ce qu'on appelle les révolutions de couleur, qui ont été tentées dans les ex-républiques soviétiques, en Chine, au Venezuela, le printemps arabe. Maintenant, ils tentent, les mêmes gens, les mêmes organismes, ce qu'ils appellent le printemps africain. Le printemps africain, ce n'est pas Luc Michel qui a trouvé ça. Bah oui, c'est le journal français Libération qui soutient ce mouvement, qui est lié à cette galaxie de mouvements où on retrouve l'ANED, le fameux milliardaire Georges Soros, qui est le patron de tous ces groupes de jeunes. Il y en a marre, ça suffit, bas les citoyens et vos équivalents congolais. À partir de ce moment-là, ça c'est le volet politique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le deuxième volet qui est économique et financier, c'est l'assujettissement de l'Afrique depuis les ajustements structurels des années 80 jusqu'à maintenant à l'économie globalisée qui est dirigée par la finance occidentale. C'est le FMI. La fausse Banque africaine de développement qui est à capitaux majoritaires de l'Union européenne, etc. La troisième chose, c'est les bases militaires, les opérations militaires. 2007, les États-Unis ont une base militaire en Afrique, à Djibouti. Bush décide de lancer l'AFRICOM. Qu'est-ce que c'est l'AFRICOM? C'est le commandement américain pour faire la guerre en Afrique. L'AFRICOM, il n'est pas situé en Afrique, ça vous explique tout aussi, il est situé à Ramstein en Allemagne. L'AFRICOM aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en 2016, c'est 35 bases militaires. Il y a un projet pour créer une super base militaire de l'US Navy sur la petite île de Sao Tomé dans le golfe de Guinée. Le but, c'est ça,
c'est de créer une flotte permanente, comme il y a une 6e flotte en Méditerranée, comme il y a une 5e flotte au Bahreïn, avec des porte-avions, des missiles nucléaires, des sous-marins lanceurs de missiles, des forces spéciales. À partir de ce moment-là, c'est un pistolet pointé sur le cœur de l'Afrique, avec pour cible principale d'ailleurs la région des Grands Lacs. Quand vous voyez ça, il y a aussi les bases militaires françaises. Il y a ceux qu'on oublie qui sont arrivés en Afrique dans le sillage de l'Africam. Oui. C'est l'armée allemande de Mme Merkel. Une mission militaire fin 2013, 14 aujourd'hui. Le ministre allemand des Affaires étrangères a fait un manifeste géopolitique qui s'appelle « L'Allemagne doit être de retour en Afrique ». Une armée comme celle du Ghana est entièrement prise en main par la Bundeswehr allemande. Filet politique, filet économique, filet militaire, c'est 3 filets qui enserrent l'Afrique. Le but, c'est qu'elle n'émerge pas, qu'elle ne s'unifie pas et que l'on déstabilise un certain nombre de gouvernements d'État. Alors, on va y arriver, mais lorsque vous parlez du printemps arabe, de tous ces jeunes qui, selon vous, seraient instrumentalisés, est-ce que leur combat, selon vous, dans le fond, n'est pas logique? Face à des régimes qui veulent rester éternellement, face au cas d'atteinte à la liberté d'expression, par exemple, aux droits de l'homme? Oui, je vais vous parler franchement tout d'abord, ce n'est pas selon moi l'instrumentalisation. Il y a eu des livres, moi j'ai mené des enquêtes, nous avons montré qui finançait. Si vous allez sur le site de la NED, vous allez voir pays par pays les moyens qui sont mis sur quel groupe, sur quelle ONG. Fin 2014 à Dakar, où est le mouvement qui patronne tous les autres, qui est Y en a marre, M. Georges Soros a tenu une grande réunion des mouvements de jeunes, où il a pris la parole. J'ai publié sur mon site internet, à la suite de journaux sénégalais, nous avons publié les photos, c'est éclairant. J'ai fait la même enquête sur le financement par Georges Soros de ce qu'on appelle les nouveaux médias africains, et vous retrouvez les fondations Open Society, Osiwa. Je vais vous donner un exemple. Osiwa a par exemple financé les 5 radios libres qui ont soutenu le coup d'État il y a tout juste un an au Burundi, en mai 2015. Maintenant, vous parlez de questions. Les Occidentaux sont intelligents. Ils ont donc commencé par introduire une thématique. Cette thématique, c'est une thématique occidentale. C'est celle de la soi-disant bonne gouvernance, alors que l'Occident est mal gouverné. Moi, je viens de Belgique. La Belgique est 27e dans l'ordre mondial de la corruption. J'ai traité sur Afrique Média un grand dossier il y a quelques mois. C'était celui de la corruption de votre loterie congolaise. Vous vous apercevez que la corruption vient de Paris, de Bruxelles et du Kazakhstan. On trouve dans le dossier M. Sarkozy, le bourgmestre et maire de Waterloo, Kubla, qui a été emprisonné brièvement pour ça, et l'ancien patron du MR, qui est M. De Decker, qui était président du Sénat. Donc, la bonne gouvernance, ça n'existe pas. Le reste, c'est le fétichisme des constitutions, des mandats. Les Américains nous expliquent que leur constitution est la meilleure au monde. Ils oublient de préciser quand même une chose. Quand ça a été très mal pour leur pays, entre 1929 et 1945, crise économique, préparation de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont élu 4 fois de suite le même président. Ils oublient de préciser que la politique américaine, elle est entièrement aux mains de dynasties bourgeoises. On va rester sur Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, c'est la famille des Delannoy. Ce sont des Wallons venus de la région de Waterloo, décidément on y reste. C'est une des grandes familles américaines, ce qu'on appelle les WASP, White, anglo-saxons protestants. C'est eux qui dirigent l'Amérique et le monde depuis. Tous les pères fondateurs des États-Unis, la démocratie parfaite, c'était des propriétaires d'esclaves et de plantations, y compris Washington, y compris Jefferson, et tous les autres. Il faut donc arrêter là-dedans. Maintenant, vous me posez la question des régimes, des droits de l'homme. Les États-Unis ont été intelligents. À partir de ce sommet USA-African Leader, ils ont fait un melting pot. Dans ce melting pot, vous trouvez des chefs d'État qui sont effectivement depuis longtemps au pouvoir, mais qui ont sorti leur pays de la jungle, comme Obiang Nema Mbasogo.
Vous trouvez un chef d'État comme Idriss Déby, mais qui est le rempart de l'Afrique de l'Ouest contre Boko Haram, contre le terrorisme. Vous trouvez aussi des chefs d'État qui se sont accrochés au pouvoir pour piller leur pays. J'aurai la charité de ne pas les nommer. Vous trouvez de jeunes chefs d'État comme Nkurunziza ou votre président qui sont des jeunes, qui ont fait énormément de bien pour leur pays et qui souhaitent continuer, visiblement, l'émergence du pays. Tout ça n'est pas... Dans le cas du printemps arabe, on a pris des régimes qui étaient des régimes fragiles, comme la Tunisie ou l'Égypte, où on a pris la Jamaïria libyenne, qui avait le niveau de vie du Portugal, de l'Union européenne, qui avait un rôle moteur, vous le savez, dans la construction de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'œuvre de Kadhafi. Elle est en panne parce que Kadhafi n'est plus là. Et donc, le prétexte a été utilisé. Les groupes de jeunes, ils servent à quoi? Ils ne servent pas à changer de régime. Ils sont ce qu'on appelle un élément déclencheur. Ils préparent l'action sur les réseaux sociaux. Oui. Ensuite, ils sont chargés d'amener des jeunes dans la rue. La plupart des gens qui pilotent ça, ils viennent de l'étranger. Il faut savoir qu'on a les preuves parce qu'ils l'ont déclaré eux-mêmes. Tous les leaders du printemps tunisien, du tout début du soulèvement libyen au début du mois de février, avant le coup d'État de Benghazi, ou les leaders du mouvement de février en Égypte, ils ont tous été formés à Belgrade au départ, en Serbie, où est la centrale internationale de ces groupes de jeunes. C'est l'Institut Canvas, qui est piloté par le mouvement Otpor. Ce sont les organisateurs de la première révolution de couleur contre Milosevic en octobre 2000. Et maintenant, ils sont, depuis le succès, la récupération de la révolte du Burkina Faso par les Américains. La centrale de ces groupes, elle est à Ouagadougou. On en vient à votre pays. Vous savez qu'en 2014, on a arrêté à l'aéroport de Kinshasa des centaines d'activistes pour lesquels on avait affrété un Boeing. Ils ont été arrêtés, fort justement. Ils venaient à votre pays. L'ambassadeur des États-Unis a reconnu que c'est les Américains à la Maison-Blanche qui avaient payé le voyage. Ces gens avaient été formés à Ouagadougou. Alors, parlons maintenant de la région des Grands Lacs. Vous venez du Burundi, et maintenant en RDC. Au regard des choses ou du déroulement de tout ce qui se passe dans la sphère politique, peut-on dire que ce plan est en marche? Ce plan, il est en marche. Il est en marche bien avant, évidemment. Lorsque je parle de août 2014, c'est parce qu'on a médiatisé ce qui était censé devenir un printemps africain. Mais les organismes de jeunes dont je vous parle, les ONG de M. Soros, tous ces groupes, ils sont nés à la fin des années 80. Ils ont été fondés par l'administration Reagan, par son conseiller qui s'appelait Zbigniew Brzezinski. C'est le plus fameux des géopoliticiens américains, c'est l'auteur du Grand Échiquier. C'est encore aujourd'hui, avec M. Soros, il n'y a pas de hasard, ce sont les deux conseillers privés de Barack Obama. On a commencé ce plan de recolonisation de l'Afrique dès la chute de l'Union soviétique. Ça a été mis en place. Les Américains ont des scénarios, des plans A, des plans B. Ils font à longueur d'année de la recherche, des symposiums. Il y a par exemple, parce que certains ont été rendus publics, ce qu'on appelle les rapports de la CIA. Il y en a deux qui ont été publiés en français par le politologue Alexandre Adler dans la maison d'édition Pocket, qui est la grande concurrente du livre de poche. C'est éclairant. Le printemps arabe, vous le trouvez dans le rapport de la CIA 2005. On décrit comment on va articuler des forces politiques, etc. On explique comment on va récupérer aussi l'islamisme militant. Ça, c'est une des vieilles clés. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique n'est pas un hasard. La force des Américains, c'est de pouvoir attendre. Ils peuvent attendre, c'est ce qu'a fait M. Soros, ils peuvent attendre 15 ans avec leurs ONG avant de les activer, ou 20 ans. Et donc, ce qui se passe, votre pays, il est une cible. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand pays, évidemment, de ce bloc de l'Afrique australe. En géopolitique, les Américains, ils considèrent que l'Afrique n'existe pas. Ils considèrent qu'il y a une Afrique qui va jusqu'au Sahara, saharienne, subsaharienne, qui est le limès, la frontière au sens romain du terme, de leur empire en Eurasie. Et puis, il y a un bloc de l'Afrique australe qui va de l'Afrique du Sud jusqu'au Grand Lac.
et qui pour eux est vu comme une autre entité géopolitique, le but étant de l'angliciser culturellement. C'est le sens de la lutte que les Américains mènent contre le français, ici au Congo, au Burundi, au Rwanda où ça a marché, puisque c'est un régime qui est un régime pro-anglo-saxon avec un président anglophone, M. Kagame. Et le but, il y a des prospections des géopoliticiens américains. Les géopoliticiens américains, ils sont comme moi. Moi, je vois le vu de l'Afrique et la vue de l'Eurasie, mais nous voyons le monde à 50 ans, à 100 ans, à 200 ans. Parlons maintenant de si vous voulez bien me laisser un mot pour que vous compreniez. En 2250, il y a des cartes prospectives des géopoliticiens américains. Le bloc de l'Afrique australe, il est lié géopolitiquement au bloc des deux Amériques. Et vous comprenez l'importance de votre pays dans tous ces plans, puisque le Congo est un État-continent en Afrique australe. Alors, parlons justement de la RDC. Aujourd'hui, le combat de l'opposition, c'est celui du respect de la Constitution. Est-ce que ce genre de combat s'inscrit aussi dans ce plan? Écoutez, il y a deux sortes d'opposition dans tous les pays africains. Moi, je reviens ici de Guinée équatoriale et du Tchad où j'ai combattu la fausse opposition. Il y a une opposition qui est à Washington, à New York, à Paris, à Madrid, à Berlin, à Bruxelles, évidemment, vous le savez bien. C'est une opposition fantoche qui est, pour employer un terme africain, maraboutisée, on dirait marionnettisée en Europe, par des forces qui sont les forces du monde occidental, forces de l'argent, les multinationales, forces de la politique. Vous connaissez par exemple très bien au Congo l'action des réseaux du MR, le parti de Louis Michel et de Charles Michel. Nous ne sommes pas parents, et j'en suis fort aise, mais je tenais à le préciser. Vous connaissez ça au Congo. Cette opposition est une opposition fantoche qui répond à des mots d'ordre étrangers. Ce sont, en un mot, des mercenaires. Dans le cas des groupes de jeunes, c'est ce que moi j'ai appelé, parce que j'appelle un chat, les Soros Boys. Je dis les Soros Boys, comme il y avait les Tlerjungen à un moment donné. C'est une jeunesse mercenaire qui est prête à faire éclater son pays, qui n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé au printemps arabe, où la Tunisie est un État détruit, où la Libye est un État somalisé, et où en Égypte, on a fait 5 ans de crise politique pour revenir à l'ancien régime. M. Al-Sisi aujourd'hui, c'est exactement ce qu'était Sadat ou Moubarak avant. On a fait 5 ans de déstabilisation, on a détruit l'économie égyptienne. Ils ne tiennent pas compte de ça. N'oublions pas non plus la guerre en Syrie qui dure depuis 5 ans. Et donc, ces gens n'ont pas tenu. Ça, c'est l'opposition fantoche. Mais il y a, dans tous les pays africains, une opposition patriotique. Ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, mais qui voient l'intérêt de leur pays, l'unité de leur pays avant tout. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça, en Guinée équatoriale, où le gouvernement a ouvert un dialogue national avec cette opposition. Même chose au Tchad. J'ai organisé, par exemple, sur Afrique Média, un grand talk show avec uniquement des jeunes de la société civile et de l'opposition, mais l'opposition patriotique. Ces gens ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec le président Déby, mais nous sommes des patriotes et des panafricains. Il y a la même chose. Il y a la même chose ici. Ce genre d'opposition, pour vous, n'existait pas au Congo? Si, il y a une opposition patriotique. J'ai participé encore hier au meeting des jeunes leaders de RDC. Bon, il y avait beaucoup de gens du PPRD ou du PALU, mais il y avait aussi des gens de mouvements d'opposition. Cette opposition, bien entendu, existe. Tous les Congolais ne veulent pas nécessairement changer un régime par la déstabilisation de la rue ou par l'émeute. Il y a au Burundi également une opposition patriotique. J'ai passé une semaine au Burundi où j'ai fait tout le pays. Que vous compreniez ce que je faisais au Burundi, lorsque le gouvernement du président Nkurunziza a été attaqué, il s'est retrouvé seul. Je suis un des rares, le seul sur les plateaux d'Afrique Média, qui a tendu la main, parce que moi je connaissais la situation du Burundi. J'analysais cette révolution de couleur. Mes confrères russes de la télévision d'État, vous allez comprendre, ils ont parlé de Maïdan Burundais, en parallèle à ce qui s'est passé en Ukraine. Et donc j'ai soutenu Nkurunziza. Et j'ai été reçu évidemment
c'est comme ça qu'il m'a reçu également, malgré les hurlements de cette opposition à Bruxelles, etc. Et j'ai rencontré des gens de l'opposition. J'ai fait une grande conférence qui était organisée par Willy Nyamitwe, à titre personnel, je tiens à souligner, qui s'intitulait « Le Burundi au cœur du panafricanisme ». Il y avait des gens de l'opposition, y compris à la tribune, parce que je l'avais souhaité tel quel. Donc moi, je ne dis pas que tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le président, ce sont des voyous. Je ne dis pas que ce sont des antipatriotes. Il y a des patriotes. Heureusement, il y en a beaucoup dans votre pays. Il y en a dans les gens des autres. Ce qu'il faut, c'est bien avoir un travail explicatif. C'est la raison de ce premier voyage en RDC. Je n'étais pas venu dans votre pays depuis 1983. Et parce que les hasards vont, moi je vais où le combat m'appelle, je peux combattre avec un pays 1 an, 2 ans, 3 ans. Lorsqu'on n'a plus besoin de moi, je vais ailleurs. Ma vie s'est passée comme ça. Je suis ici évidemment pour une première série de contacts, mais mon but c'est d'aider votre pays dans l'épreuve qui s'annonce, qui va être une épreuve du même type que ce qui s'est passé au Burundi. Les 2 dossiers sont similaires. J'ai l'appui dans ma démarche de président panafricaniste, le président de Guinée équatoriale par exemple, qui ne souhaite pas non plus voir un pays africain un de plus déstabilisé, qui a soutenu mon action au Burundi discrètement mais fermement. C'est ça que nous venons faire. Et évidemment, il y a un travail d'explication. Il faut notamment que les jeunes comprennent que ces groupuscules qui veulent les lancer dans la rue, ce ne sont pas des patriotes, que la direction, l'argent, l'encadrement n'est pas congolais du tout, et que ce sont les gens, parce qu'il faut parler franchement, ce sont les mêmes milieux qui les pilotent que ceux qui, dans les années 60, ont tué les Mumba, ont lancé la sécession du Katanga à 2 reprises avec Tchombe. Ce sont les milieux réactionnaires belges, l'oligarchie. Ce sont les milieux de ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce sont surtout les Américains, les vitrines légales de la CI, etc. À partir du moment où vous comprenez ça, la jeunesse, elle n'est pas une jeunesse perdue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas mettre ses problèmes sur la table. Lorsque j'ai fait ce talk show avec les jeunes tchadiens, nous avons parlé pendant 2 heures des problèmes de la jeunesse tchadienne sans langue de bois. Et quand on a eu fini, on a envoyé la vidéo au président Déby et on lui a dit, voilà ce dont se plaignent les jeunes tchadiens. Il en a tenu compte d'ailleurs très vite, puisqu'il a réglé un problème secondaire, mais qui était celui du paiement des bourses d'études. C'est la même chose. Moi, je viens ici, je ne viens pas ici pour attiser, comme on me le reproche à Bruxelles, une guerre civile ou des choses pareilles. Je suis un homme qui veut la paix entre Africains. Et donc, je viens ici pour avoir un travail d'explication, pour mener une guerre médiatique, parce que votre pays est au centre de cette guerre médiatique, mais je viens aussi pour qu'on ne raconte pas n'importe quoi. L'image de votre pays, quelle est-elle? On donne de votre pays l'image de ce qu'était le Zaïre à la fin des années Mobutu. On ne montre pas votre fantastique développement. Moi, quand je suis descendu de l'avion, je suis resté sans voix. Imaginez-vous mes souvenirs de 1983, cette grande capitale dont aucun pays européen n'aurait à rougir, qui est Kinshasa. On m'a dit que c'était la même chose à Lubumbashi, que c'était la même chose à Goma, etc. Et je le crois volontiers. On ne parle pas de votre développement économique. On ne parle pas de la fin des guerres civiles. On parle encore des rébellions alimentés par l'étranger, par les Occidentaux. On ne montre de votre pays que ces casques bleus dont vous demandez le départ en grande partie. Ça, c'est l'image qu'on a. Et alors, on montre un pays avec un apprenti dictateur qui serait le président Kabila, dont on oublie de dire qu'il a quand même gagné les élections, qu'il a ramené la paix dans ce pays, qu'il est le garant actuellement de l'unité nationale. Et donc, cette image, moi, je veux la changer. Comme j'ai changé l'image du Burundi, comme nous avons changé l'image de la Guinée équatoriale, comme nous avons changé l'image du Tchad. Lorsque je dis moi, c'est mes amis de Panafricom et c'est le PDG et les gens d'Afrique Média. Nous avons fait un travail sur ces pays, nous allons le faire pour d'autres. Nous allons bientôt en Angola également. Et donc, moi, je dis, c'est simplement, il faut que les Congolais se déterminent sur les véritables enjeux, pas ceux des scénarios occidentaux.
Alors, dernière question. Nous sentons vraiment que votre combat est de longue date. Et par là, on risque de croire que le panafricanisme que vous défendez, c'est comme donner un chèque en blanc à tout celui ou à tout chef d'État qui veut rester au nom du panafricanisme au pouvoir pendant autant d'années qu'il veut. Je vous dis que c'est l'inverse. Et je vais vous dire pourquoi. Mais tout d'abord, pourquoi nous parlons de néo-panafricanisme? Oui. Parce qu'il y a eu, je parle pas des pères fondateurs, je parle du panafricanisme organisé. Il y a eu la première génération, ce sont les congrès panafricains. Oui. C'est des gens comme Dubois, comme Marcus Gravet, etc. Puis il y a eu la deuxième génération, c'est les pères de l'indépendance. C'est le panafricanisme révolutionnaire, Lumumba, Nasser, Nkrumah, mais aussi la version conservatrice du panafricanisme avec, par exemple, Houphouët Boigny. Il y a eu la troisième génération, c'est la génération Kadhafi. Kadhafi qui a porté sur les fonds baptismaux, le 9 septembre 1999, l'Union africaine, qui a été le moteur jusqu'à ce qu'on détruise la Jamaïque. Des ruines de ce panafricanisme est né ce que nous appelons le néo-panafricanisme, parce que nous disons que c'est le panafricanisme du XXIe siècle, parce qu'il doit remodeler, il doit représenter ses grands axes, et parce qu'il repose sur une vision qui est celle de la science majoritaire, la science principale du XXIe siècle, qui est la géopolitique. Que vous compreniez, le XIXe siècle avait une science prioritaire, majoritaire, c'était l'économie politique. C'est la science de Karl Marx, d'Adam Smith, le fondateur du libéralisme, de Friedrich List, qui est le père du nationalisme économique. Ce sont les théories de List qui ont fait l'unification allemande, l'unification américaine, et ce qui était la CEE, l'ancêtre de l'Union européenne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a qu'une science qui donne la clé de la lecture du monde et qui permet de discerner le monde de demain, c'est la géopolitique. Le néo-panafricanisme, il repose sur des grilles d'analyse géopolitique, sans rien rejeter des autres combats. Nous accordons par exemple une très grande importance au combat culturel. J'ai rendu hier hommage à sa maison natale, à Papa Wemba par exemple, qui était un artiste qui a accompagné ma jeunesse au Matongé, mais celui de Bruxelles. Moi, je suis quelqu'un qui suit l'Afrique depuis longtemps. J'étais ému d'être là. Papa Wemba a été un de ces artistes qui a combattu, pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. À partir de ce moment-là, ce panafricanisme, le nouveau, il a une caractéristique et c'est l'œuvre de la grande télévision Afrique Média. Afrique Média apparaît, elle est née avant la chute de la Jamaïria, mais elle émerge des ruines de la Jamaïria. Oui. Vers 2012-2013, elle rencontre beaucoup de monde, puisque bien au-delà des francophones, le dimanche, nous sommes à 1 milliard pour l'émission principale qui est le débat panafricain. Nous avons une capacité d'influence sur certains chefs d'État. Nous avons une capacité dans le public, puisque, par exemple, la lutte contre la question du franc CFA, elle a été lancée par Afrique Média, elle a été reprise par Idriss Déby Itno, bien après la télévision. Et donc, Afrique Média a un rôle moteur, il y a des masses. Je suis allé tenir un colloque sur le néo-panafricanisme à Abidjan, à l'initiative de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Eh bien, ce débat ne se serait pas tenu s'il n'y avait pas eu le brassage d'idées d'Afrique Média en Côte d'Ivoire avant. Il y a donc, c'est une première dans l'histoire, il y a des masses panafricaines. Ces masses panafricaines, elles veulent l'unité de l'Afrique, elles veulent la dignité de l'Afrique et de l'homme africain. Si des chefs d'État pensent qu'il suffit de se dire panafricaniste pour rester au pouvoir, je l'ai dit à Abidjan, je le répète ici, il faut une lourde erreur. Parce que ces masses qui sont avides de panafricanisme, qui sont avides de dignité africaine, ces masses ne vont pas accepter ça. C'est une masse politique qu'on estime actuellement bien au-delà du milliard d'Africains, qui sera probablement, parce qu'on est en train de la structurer dans 4-5 ans, y compris dans la diaspora en Europe, nous serons plusieurs milliards, parce que le combat est rejoint par des gens en Europe, en Russie. Qu'est-ce qui va se passer, évidemment? C'est une masse qui va influer ces chefs d'État, qui devront vraiment être panafricains. Merci beaucoup, Luc Michel. Je rappelle que vous êtes géopoliticien,
panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce numéro de décryptage prend ainsi fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi et de rester fidèles au programme de Télé 50.